Patrick, merci beaucoup de nous accorder cet entretien pour le Service national des relations au judaïsme, par le biais de la newsletter, par le site. On va pouvoir donner de tes nouvelles et de toutes les activités si importantes que tu mènes. Alors nous sommes ici dans les locaux de Yad. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les objectifs et les missions de Yad? Yarad, d'abord, ça veut dire ensemble, et c'est Yarad Inunum, ensemble en hébreu et en latin. Comme disait le cardinal Lustiger, on ne va pas dire un, mais en un, car on ne sommes pas un. Et donc, la mission première, ça a été de redécouvrir toutes les fosses communes où les Juifs et les Roms ont été fusillés par les Allemands en Europe de l'Est, dans les 6 républiques soviétiques. Donc, nous avons pour le moment localisé plus d'1,5 million personnes qui ont été assassinées. Plus, on a filmé les témoins qui ont participé. Et on a du coup un moyen d'enseigner aux jeunes générations qu'est-ce qui s'est passé, comment ces jeunes Allemands ont quitté leur ville pour passer 2-3 ans à fusiller des gens par centaines de milliers, je dirais, du coup par millions. Et on est devenu un peu des spécialistes, je dirais, des crimes de masse. Donc on a fait les mêmes recherches au Guatemala pour la guerre civile. Nous avons alors ouvert le premier musée de la Shoah en Amérique centrale, au Guatemala. Et puis, quand j'ai vu ce qui s'est passé en Irak, j'ai dit on ne va pas rester les bras croisés, on ne va pas simplement faire des WhatsApp et des messages. J'ai pas pris le temps de prier et au bout de 3 jours de prière, on a décidé d'y aller. Et donc maintenant, on va régulièrement en Irak et on enquête en fait sur les crimes commis par Daesh contre la minorité des Yazidis qui est accusée d'être serviteurs du diable parce qu'ils n'ont pas de livre. Et donc nous avons aussi des centres de soutien de ces femmes et de ces enfants qui se sont échappés de Daesh et que l'on essaie avec des psychologues, avec des éducateurs, avec du travail aussi, de les ramener à la vie. Ce n'est pas facile après 5-6 ans d'esclavage. Est-ce que tu peux nous dire comment se passent les procédures de recherche, d'enquête? C'est assez scientifique en fait. Pour ce qui concerne la Shoah, on cherche d'abord les archives soviétiques. Les soviétiques ont réouvert toutes les fosses en 43, 44, 45 et ont interrogé des gens. C'est 16 millions de pages en russe. Donc on a une copie ici, on traduit ces archives ici, puis on cherche aussi les archives de la justice allemande pour les Allemands qui ont été jugés après-guerre. Puis on croise ces archives et après on va sur place et on interroge tout simplement les gens âgés qui étaient présents aux exécutions. Il faut savoir que ces gens veulent parler avant de mourir, non pas pour se confesser du tout, mais parce qu'il y a un proverbe russe qui est admis dans toutes ces républiques qui dit que la guerre se termine lorsqu'on enterre la dernière victime. Donc pour eux, on vient pour finir la guerre. Et donc ils disent carrément, oui, j'ai 1500 juifs dans mon jardin, et je n'ai jamais dit comment ça s'est passé, ce n'est pas eux qui les ont tués, mais parfois ils ont été employés, je dirais, pour creuser les fosses, pour combler les fosses, pour ramener les vêtements des juifs, pour vendre les vêtements, car les Allemands ont utilisé la réquisition soviétique pour avoir des travailleurs gratuits. Et ces petites gens, qui sont des pauvres gens, veulent parler avant de mourir. Je me rappelle, le cardinal Lustiger disait la vérité de la Shoah à l'Est, elle réside dans la conscience des pauvres. Et c'est vraiment vrai, c'est vraiment les plus pauvres gens qui parlent, ceux qui n'ont rien à perdre. Et c'est la première fois qu'on interroge les voisins. On n'a jamais interrogé les voisins en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique. On ne saura jamais ce qui s'est passé par les voisins, tandis que là-bas, les voisins parlent et veulent que ça se sache. On va très loin, on va jusqu'à l'Ossétie du Nord et jusqu'à l'Azerbaïdjan. Comment sont constituées ces équipes? Combien de personnes travaillent à Yad? D'ici, il y a à peu près une vingtaine de personnes. Et sur place, nous avons des gens qui sont des enquêteurs qu'on a formés, qui ne travaillent pour nous que pendant les voyages. Donc quand une équipe arrive, ils sont entre 8 et 10 personnes. Il y a des enquêteurs qui sont des locaux, des Ukrainiens enquêtent en Ukraine, des Polonais en Pologne, des Biélorusses en Biélorussie. Ils frappent aux portes des gens, et puis quand ils trouvent quelqu'un, l'équipe de caméramans arrive. Lorsque la personne a fini son interview, ça sera ramené à Paris, ça sera traduit, et puis mis en forme pour que ce soit un outil d'éducation, pour que les jeunes aujourd'hui puissent réfléchir comment ça se fait qu'en pleine Europe moderne, marquée par le christianisme, catholicisme ou protestantisme, comment ça se fait que tant de jeunes ont risqué leur vie, quitté leur village, leur ville allemande, et d'autres d'Ukraine et d'autres de Pologne, pour aller assassiner des gens de l'autre bout de l'Europe, et sont revenus chez eux. Car malheureusement, cette maladie criminelle continue d'exister aujourd'hui dans les organisations guerrières et terroristes. On fait les mêmes choses pour
en Irak, lorsqu'une femme yazidi est relâchée, puisque les Daesh revendent les femmes et les enfants aux familles, et bien on est en lien avec les passeurs, donc on interviewe la personne, on essaie de reconstituer qu'est-ce qui s'est passé, et qui a acheté la femme, qui l'a vendue, car les femmes veulent la justice, mais elles veulent aussi leur dignité. Donc c'est un peu la même méthode, c'est des méthodes, je dirais, d'enquête, mais sans jugement. Nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas des juges, nous sommes uniquement là pour établir la vérité, la dignité des gens. Ton livre, La Shoah par balle, avait connu un grand succès. Un nouvel ouvrage vient d'être publié. Est-ce que tu peux nous dire l'origine de ce livre et quel est ton objectif? Le dernier ouvrage s'appelle Les larmes du passeur. C'est à partir de cahiers de notes. Les Yazidis tout de suite ont vu qu'ils étaient tout seuls, que personne, aucune armée ne viendrait les délivrer, d'ailleurs pas plus qu'ils n'ont délivré les chrétiens, et donc il fallait qu'ils s'organisent. Donc ils ont mis en place des passeurs, qui sont des gens, des boulangers, des postiers, qui tout d'un coup se sont dit, avec nos réseaux, on va essayer de localiser les gens et de les extraire, comme des réseaux secrets finalement, et donc ils ont moyen de l'argent, ce ne sont pas des anges, mais ils ont choisi la vie. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de servir la vie. Et ce livre raconte comment ces gens tout simples se sont mis à sauver des centaines de personnes. Il n'y a pas un Yazidi vivant aujourd'hui sans qu'un passeur ait risqué sa vie. Beaucoup de passeurs se sont fait tuer. Et il n'y avait jamais eu de livre sur les passeurs. Il n'y a jamais eu non plus de livre sur les passeurs en France qui ont sauvé les Juifs. Peut-être avec de l'argent, mais c'est la même chose. Ils ont aussi sauvé la vie. Il faut savoir qu'il y a des passeurs aussi qui sauvent les Daesh. Donc ils ne choisissent pas la vie, ils choisissent l'autre côté.